Alors, salut à tous, ici Jonathan de Mode Affaires. Avant de vous laisser écouter cet épisode, je voulais simplement prendre un peu de votre temps pour vous parler de cette petite série. Alors, en créant ce projet, l'équipe et moi, nous avions en tête de créer une plateforme de discussion sur la mode et son industrie, mais nous voulions aussi l'utiliser pour souligner des projets qui nous tiennent à cœur et des ambitions locales. Alors, cette vision est à la source du podcast et cette série de 2 petits épisodes la met en valeur. Alors, aujourd'hui, vous allez découvrir 2 jeunes entrepreneurs très engagés, motivés et à apporter un changement dans l'industrie de la mode québécoise. Et sur ce, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Le podcast Mode et Affaires est rendu possible grâce à la collaboration du Fonds d'aider et HEC Durable. Bonjour à tous, bienvenue dans un autre épisode du podcast Mode Affaires. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Hulin. Alors Charlotte, bonjour. Bonjour. Bonjour surtout, désolé, il est encore tôt. Ça fait plaisir pour nous de te recevoir, une ancienne du CMA. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui et de discuter avec toi. Merci de m'avoir proposé. Alors, on rentre straight up dans le tas. Alors, j'ai parlé du CMA, mais tu es aussi impliqué dans plein d'autres projets dans le domaine de la mode. Tu as fait partie de la délégation de Fashion Spectrum, tu travailles au groupe Sensation Mode, tu as encore plein d'autres projets, directrice artistique de l'Electro Fashion Night. Alors, je me trompe pas en disant que la mode, comme on dit en anglais, it's your thing. C'est ce que tu aimes. Alors, d'où vient cet intérêt? Mais je pense que ça revient à quand j'étais très petite. Genre, le pourquoi du comment, je sais vraiment pas. Genre, je saurais pas dire quand c'était, mais je me souviens d'un anniversaire, j'avais demandé une machine à coudre. Mes parents, ils m'avaient regardé un peu en mode ok, tu sais, ça va être encore, tu sais, quand t'es petite, t'achètes un truc, tu vas t'en servir genre une semaine et après tu le laisses. Et genre, ils étaient surpris de voir qu'en fait, je faisais vraiment des choses avec et que je les gardais genre longtemps. Et après, j'en ai redemandé une, genre, parce que je sais pas, j'adore ça. Je pense que ma grand-mère était dans la mode un peu, genre couturière et tout. Donc peut-être ça m'a donné une idée. Mais en fait, je sais pas, j'aime trop ça. Je regardais des vidéos, je lisais plein de magazines de mode. D'accord. Puis voilà. Et qu'est-ce qui t'attire de ce domaine? Est-ce que c'est plus le côté artistique ou juste, comme on dit, le glamour de voir, par exemple, les magazines, les designs, etc. Genre, qu'est-ce qui, pour toi, pour la mode, c'est ça qui m'attire là-dedans? Je sais pas, c'est tout. C'est tout? Ouais. C'est tout. Genre, j'adore la création, mais j'aime trop aussi le côté business de la mode, tu sais, le côté événementiel. Ouais. J'aime vraiment tout, genre, tu sais, la rédaction de magazines, genre les magazines de mode, genre Vogue, Elle et tout. Enfin, j'aime trop et genre c'est trop bien, genre c'est grave un moyen en fait de s'exprimer. Du coup c'est propre à chaque personne et chacun peut genre se définir sa mode et créer ce qu'il veut. Genre. Ouais, mais t'as tout à fait raison, je suis tout à fait en accord aussi. C'est comme ça aussi que moi je vois la mode. C'est plus que la conception des vêtements, ça touche quasiment tout. Moi je trouve que la mode aussi, c'est aussi un peu un point central où différents types d'art vont avoir une petite racine dans la mode. Le cinéma, on regarde aussi ce que les acteurs portent, la musique aussi. T'as des musiciens qui sont des icônes de la mode aujourd'hui. Alors, c'est ça que j'apprécie aussi du domaine. Mais est-ce que toi, tu as toujours eu des ambitions, genre, de vouloir travailler dans ce domaine, comme dès que tu étais petit, tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Ouais, je voulais être styliste de base, genre vraiment, je me voyais créer ma marque de haute couture, c'était vraiment mon goal. Et même avant HEC, genre j'avais hésité à faire une école de mode parce que ça me tentait vraiment, j'avais regardé genre Londres, Paris et tout, enfin je m'étais vraiment renseignée là-dessus, mais après je me suis quand même dit, je vais peut-être aller sur quelque chose de plus général, tu sais, si jamais ça me plaît pas ou quoi. Et au final, j'ai toujours cet intérêt-là. Genre, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces implications dans les assos d'HEC, genre au niveau de la mode. C'est parce que c'est toujours quelque chose qui me passionne et que j'ai vraiment envie de faire. Et j'ai toujours ce dilemme-là de me dire, alors, est-ce que je fais de la création ou genre plus le business, genre, mais je me dis qu'au pire, il y a toujours moyen de retourner. C'est ça qui est vraiment très cool, c'est que un peu plus ou moins, tu t'ouvres un peu des portes pour entrer peu partout où tu voudrais aller. Mais est-ce que tes ambitions de travailler dans la mode, est-ce qu'ils étaient aussi plus entrepreneuriales? Parce qu'aujourd'hui, tu as ta petite entreprise à toi, ta start-up. Est-ce que c'était plus ancré vers ça ou c'était plus juste je veux travailler dans le domaine, je veux travailler dans un magazine ou quelque chose du genre?
C'est un peu des deux. En fait, j'ai trop d'idées. Genre, j'ai trop envie de faire plein de choses à la fois. C'est pas possible, mais genre, j'ai toujours voulu créer ma marque, mais d'un côté, j'ai toujours voulu aussi, pareil, être rédactrice d'un magazine de mode ou directrice artistique d'un magazine de mode. Genre, j'ai toujours eu un peu les deux côtés, en fait. D'accord. Je sais pas, genre, où aller. Ouais, non, mais bien sûr, mais une chose qui est aussi bien avec les jeunes entrepreneurs, d'ailleurs, on en discutait avec Annie-Jeanne, c'est que ça te permet justement de mettre un peu le gros orteil dedans, voir un peu à quoi ça a l'air, et après, au fur et à mesure qu'on grandit et on vieillit, on passe dans l'entre-noir, quoi. C'est ça. On voit où on veut aller. Où on veut aller et tout. Mais avec ces deux intérêts, ils sont complémentaires, mais aussi un peu différents. D'où est venue l'idée de créer Charlie? Comme je t'ai dit, genre, j'ai toujours voulu, c'était un peu mon goal de créer ma marque, genre. Et j'ai aussi un fort intérêt pour le développement durable. Je suis quand même quelqu'un de très engagé. Genre, ça me fait vraiment de la peine de voir la pollution qui est présente, genre même les désastres sociaux qu'il y a, genre la maltraitance des personnes au niveau des conditions de travail, etc. Genre, ça me fait vraiment de la peine. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, en fait, d'allier les deux, genre la mode plus le développement durable, et de faire ce projet-là, genre. D'accord. Et est-ce que tu as eu des influences? Est-ce que tu as eu quelque chose ou un projet, peut-être un produit qu'une marque a sorti qui t'a dit « Ah oui, je pourrais continuer sur cette lancée » ou encore tu as vu une autre marque axée sur le développement durable qui t'a un peu encouragé à prendre cette avenue? Non, je dirais pas ça spécialement, mais genre, je repense à quand je faisais, moi, des vêtements quand j'étais chez mes parents, quand j'étais petite. Je reprenais des vêtements que j'utilisais plus et je faisais quelque chose parce que genre, j'aimais bien acheter des nouveaux tissus, mais des fois, j'étais là en mode, j'ai pas le temps, faut que j'embête ma mère pour aller, dans le magasin, etc. Du coup, je prenais ce que j'avais et c'est peut-être de là, en fait, je me suis dit que j'ai continué sur cette voie-là, à toujours reprendre d'anciens trucs pour en faire des nouveaux. Ah, c'est hyper intéressant aussi à voir. Mais pourquoi la mode durable? Pourquoi? Parce que ce qu'on réalise aussi dans le domaine du développement durable qui se lie à la mode, c'est que c'est souvent plus difficile aussi d'avoir du coton 100% sustainable ou avoir des matériaux qui sont 100%. Alors pourquoi est-ce que tu as fait cette décision-là de partir sur cet aspect? Comme je te le dis, je suis très engagée et genre l'industrie de la mode, ça reste, je vais sortir les chiffres, la deuxième le plus polluante. Et en fait, genre, ce serait trop simple de lancer une marque qui était comme les autres, qui pollue et c'est surtout pour ça, genre, j'avais vraiment envie d'avoir un impact positif et de faire quelque chose, d'avoir un impact positif et de faire quelque chose là où il y avait, surtout qu'il y a une demande qui est de plus en plus grande, enfin, pour, tu sais, tout ce qui est éco-responsable et tout. C'est ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, go me lancer et on verra où ça me mène, genre. C'est vraiment cool de voir cette perspective-là, parce que souvent aussi quand on voit dans la mode durable qui est présentée au grand public, moi je trouve souvent que c'est plus une question de marketing, une question de faire plaisir au public dont la consommation change, mais essentiellement de voir que dans ta marque à toi, c'est vraiment l'essence même de ce que tu veux créer. C'est vraiment très intéressant, très cool à voir. Quelle est, d'après toi, la plus grande différence entre les deux types de mode? La mode, on va la définir, le slow fashion et le fast fashion. Quelle est pour toi la plus grande différence? Qui t'attire le plus vers le slow fashion? C'est vraiment au niveau déjà le respect des humains, genre comment les employés sont traités, comment tout le processus est fait en fait, et même le suivi au niveau du contrôle, etc. Et même de la qualité, que ce soit au niveau des matières ou au niveau des matières. Genre. Ouais, non, mais c'est une chose que, encore une fois, pour revenir aux grandes marques qui nous présentent la mode durable à leur version, il y a souvent il y a quand même ce manque de cet aspect social qui est axé sur les gens. Ouais. On parle plus de l'environnement et non pas vraiment des gens qui travaillent dans le domaine de la mode, parce que on en parlait avec Annie encore une fois, les usines au Bangladesh ou en Inde ou au Pakistan, tu vois les conditions dans lesquelles ces gens évoluent. Peut-être qu'ils jouent avec des matériaux qui sont durables, qui aident la planète et qui peuvent être réutilisés, mais n'empêche qu'ils vivent dans un environnement déplorable complètement. Ouais. Et qu'est-ce qui t'est... Ramène-moi un peu sur le moment où tu t'es dit, vas-y, je me lance dans la création de ma marque. Ok, c'était pendant le confinement, du coup en 2020, genre c'est quand même récent. Et je sais pas, j'avais beaucoup pensé et genre c'était vraiment...
je le redis, mais quelque chose que je voulais vraiment faire dans ma vie. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas me lancer là? J'ai du temps, c'est le confinement, on fait rien, genre. Ouais. Donc, go me lancer. J'ai fait analyse de l'industrie, j'ai poussé mes recherches pour voir vraiment, genre, ce que je pouvais faire et ce que ça pouvait donner. Et je me suis dit, go. Parle-moi un peu de cette analyse ou ces recherches dont tu as fait, genre, comment est-ce que, avant de concrétiser le tout, l'entreprise, avant d'avoir le résultat final, qu'est-ce que tu as dû regarder avant? Sur quoi tu as dû te pencher? J'ai d'abord regardé tout ce qui est concurrence, comment ça marche, s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont implantées, comment ça peut marcher, mais surtout, à Montréal, je pense que c'est plus simple de se lancer dans de l'entrepreneuriat à Montréal. Ah ouais, pourquoi ça? Parce que c'est quand même il y a un écosystème qui est présent et même tu vois les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'à d'autres endroits, genre je peux prendre la France par exemple, t'as moins de startups qui se lancent en France comparé à Montréal et je trouve que les gens sont plus ouverts d'esprit et il y a quand même cet engagement envers l'éco-responsable qu'il n'y a pas ailleurs, genre j'ai l'impression que les gens sont très engagés à Montréal quand même et surtout avec notre nouvelle génération, genre les gens ont vraiment envie d'avoir un impact genre. Et c'est ça, et je crois que je m'éloigne du sujet. Ah non, t'inquiète, non, c'est moi un peu qui a créé le petit segue, mais on était essentiellement sur les recherches que tu as fait initialement. Alors, tu parlais du marché, est-ce qu'il y en avait d'autres? Après, j'ai regardé aussi ce que je pouvais faire, les designs qui allaient m'intéresser, parce que il faut penser à ça avant bien sûr. Pour la création, du coup. Et aussi tout ce qui est matériaux, j'ai fait mes recherches parce que comme tu disais avant, c'est difficile de trouver des matériaux qui sont durables, parce que souvent, ça peut être du biologique, mais c'est pas forcément 100% biologique, ou alors, c'est toute cette recherche-là sur toutes les matières premières. D'accord. Ok, c'est hyper intéressant, en vrai, à voir tout ça, parce que je me dis aussi que, d'un point de vue, si tu avais adopté une entreprise qui n'était pas axée sur le développement durable, ça serait beaucoup plus simple. Tu te concentrerais plus sur le design, ce que tu veux créer. Parce qu'après, les matériaux... T'en as partout. C'est ça. T'en as des quantités possibles. Genre. Ouais. Alors, c'est vraiment cool de voir que maintenant, pour le développement durable, il faut d'abord regarder ça et ensuite se pencher sur les autres aspects de l'entreprise. Mais alors, quand tu t'es lancé au début... Comment est-ce que tu as procédé? Qui est-ce que tu es allé voir ou quelles ressources as-tu utilisées pour vraiment créer ta marque? Est-ce que tu as dû aller chercher du financement, des conseils, des mentorings? Non. Non? Okay. Non, du tout. Je me suis lancée toute seule et c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Parce que je pense que c'était pas... je me suis dit, je me lance et go me lancer, j'y vais toute seule et on verra ce que ça donne en fait. Je me suis pas dit, j'ai pas pensé à toutes ces étapes de mentoring, coaching, du financement. Là, je pense maintenant, actuellement, c'est 1 an et demi après, à toutes les étapes de financement. Bien sûr. Mais non, j'ai commencé de moi-même comme ça. J'ai annoncé à mes parents, je leur ai dit, je leur avais fait une petite présentation pour leur annoncer le projet. Ils ont validé, j'étais là en mode, ok, c'est bon, je peux me lancer. Et... Ah, c'est trop bien. Et je me suis lancée et voilà. Mais ça se fait assez vite en vrai. Ce que je remarque aussi, parce que j'ai eu quelques conversations du genre avec des jeunes entrepreneurs, des gens de notre génération qui créent leur propre boîte, notamment dans le domaine de la mode. Et c'est souvent ce qui revient. Je me suis lancé. Et... Ouais, je pense qu'il faut le déclic. Et une fois que tu l'as, tu te dis, go, tu fais pas de retour en arrière. Et c'est bon, genre. C'est tellement intéressant à voir, surtout parce que quand on parle d'entrepreneuriat, j'en parlais aussi avec notre dernière invitée, c'est la peur de se lancer qui est le plus grand obstacle. Le plus gros mur à franchir, de mon point de vue en tout cas, c'est faire le leap, aller lancer la marque et tout. Et de voir aussi que nos jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, ils le font. Et ce qui est cool, c'est qu'on profite aussi à la fois de cette position de confort, où on n'a pas tout à perdre en se lançant. Tu as encore une marge d'erreur assez large qui te permet d'explorer, d'apprendre, gagner de l'expérience, mais sans avoir trop peur de l'échec. C'est ça. C'est hyper cool à voir. Surtout si je peux rebondir sur ça, genre, vas-y. Quand tu te lances pas non plus, tu crées pas un projet qui vaut des millions de dollars et tout, tu te lances quand même à petite échelle, donc tu te dis, au pire, il y a l'échec derrière, mais genre, c'est pas grave, tu apprends de tes erreurs ou genre, tu refais et genre... c'est ça que... c'est hyper cool à voir. Je voulais ensuite continuer sur le lancement de la marque, mais je voulais aussi me pencher un peu sur les matériaux. Juste faire ouvrir la petite parenthèse avant d'aller plus en précision. À quel point c'était
crucial de trouver le bon matériel? À quel point c'était important? Est-ce que tu dirais que c'était plus important de même que les designs, ou c'est le même niveau d'importance, ou comment est-ce que tu le définirais? Je pense que c'est le même niveau d'importance parce que tu sais, t'as un design moche, si je peux dire, bah ça se vend pas. Mais d'un côté, vu que t'es une marque éco-responsable, si ta matière suit pas, bah ça va pas aller non plus. Je pense que les deux c'était pareil, et ouais, c'est vraiment le challenge, les matières premières, parce que bah genre tu pourrais très bien prendre des matières. Bah, au début, j'ai commencé avec des matières naturelles et biologiques et recyclées, genre, et maintenant je me concentre plus vers le biologique et genre le upcycling. Mais genre, tu sais, les matières naturelles, même si c'est pas des matières synthétiques, ça reste quand même super polluant. Il y a plein de pesticides. Bien sûr. Tu sais, genre, il y a toujours des problèmes, genre, et c'est ça qui va pas, genre. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Je pense, j'imagine aussi, bon, je suis pas un expert, mais j'imagine aussi que c'est à ça le challenge du slow fashion. C'est vraiment trouver chaussure à son pied, quoi. Surtout que t'as pas tout, genre. Des fois, tu te dis, bah, j'aimerais cette matière, mais tu te rends compte bah, que ça existe pas parce que ça, c'est une matière synthétique et t'as pas l'équivalent en bio, genre, ou en naturel, genre. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire, mais ça reste quand même un peu nébuleux parce que encore je suis pas dans le domaine. Mais ok, alors là, t'as découvert les bons matériels. Ensuite, tu t'es lancé, mais comment est-ce que tu t'es lancé? Est-ce que tu as juste créé une page internet? Comment est-ce que tu as eu tes premiers prototypes? Genre, comment ça s'est passé toute cette étape? Ouais, j'ai pas créé un site internet tout de suite. J'ai commencé sur Insta et j'ai fait la pub sur ma page perso, genre, et j'ai dit bam, allez voir cette page, c'est ma marque, je l'ai lancée, j'ai annoncé ça comme ça. D'accord. Et les gens, ils ont été voir, et au final, ça a été genre le lancement, ça s'est super bien passé. J'avais genre sold out tout ce que j'avais fait et tout, donc c'était trop bien. Et après, j'ai décidé de créer le site internet quand là, j'étais implantée. Genre. D'accord. Pour pas me lancer direct le site. Alors, tu as fait un genre de pop-up virtuel avec ton Instagram. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, les gens pouvaient commander un DM, ils m'envoyaient un DM et il y avait la transaction qui se faisait à ce moment-là. D'accord. Et à cette étape-là, tu avais déjà un certain effectif de stock? Tu avais déjà produit certaines pièces? Non, en fait, je fais pas de stock parce que j'ai pas envie d'avoir des stocks et du surplus des vêtements que tu vas pas utiliser. Donc, si j'ai du tissu qui me reste, bah autant faire autre chose après, au pire si les gens veulent pas tel modèle. Et je fais vraiment à la commande en fait. Au niveau des vêtements, c'est à la commande, alors que les tote bags, je les préfais parce qu'au pire, bah s'ils servent pas, je m'en sers et je m'en servirai et ce sera ça. Mais ouais, c'est vraiment à la commande pour éviter d'avoir du gaspillage en fait. D'accord. Alors essentiellement, est-ce que tu as un catalogue de produits défini et ensuite tu travailles avec le client pour un peu créer ce qu'il veut, ou est-ce que tu as juste, par exemple, un certain set d'options qui sont présentées au client et lui, il choisit ce qui lui va le mieux? Non, c'est ça, c'est la deuxième option. C'est genre, il y avait vraiment, quand je me suis lancée, il y avait 3 modèles de jupes et bah, les gens pouvaient choisir le modèle qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Et c'était un tissu par modèle et il n'y avait pas de choix, par exemple, de couleur ou quoi. C'était vraiment un processus simple, si je peux dire, et voilà. Ah, mais c'est hyper bien de voir ça. Surtout aussi que ça propage, ça continue un peu l'aspect durable de ta marque. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de empiler des stocks pour pouvoir les revendre plus tard, mais c'est aussi tailored, comme on dirait en anglais, aux besoins du consommateur. Et est-ce que tu as dit que tu as commencé avec quelques modèles de jupes. Alors, comment est-ce que tu es parti Est-ce que tu as commencé avec un produit phare pour ensuite en créer d'autres, ou tu avais déjà, genre, avant le lancement, quelques produits que tu voulais produire quelques produits que tu voulais offrir, et voilà, quoi. Vous avez ce choix-là et on va grandir au fur et à mesure qu'on avance. Ouais, il y avait d'abord le choix que j'ai proposé au début et après je me suis dit, bah, si je vois que ça marche pour la première collection, je voulais faire quelque chose, tu sais, genre 3 modèles, tu sais, c'est sûr que ça peut paraître peu pour les gens, mais je me suis dit,
vu que je sais pas ce que ça va donner, je sais pas le retour des gens s'ils vont aimer, bah autant commencer petit et après voir augmenter la quantité de produits après. Et c'est ce que j'ai fait du coup la deuxième collection. J'avais genre 2 jupes, j'avais 2 cardigans, dont lui. Et j'avais aussi d'autres petits hauts aussi que je faisais pour augmenter. Alors, ce cardigan, c'est ta création? Ouais. Ah, mais c'est hyper bien de le voir live. Est-ce que, par exemple, tu te concentrais plus sur des produits qui touchent un peu à tout le monde? Par exemple, un cardigan, tout le monde en porte. Ou est-ce que tu avais vraiment genre un produit phare, par exemple, je veux créer des jupes? Au début, c'était jupes. Et après, parce que j'adore les jupes, je pense que j'ai plein de jupes chez moi. Enfin, j'en ai plein. Et j'adore ça. Mais après, je me suis dit quand même, peut-être se diversifier, parce que c'est pas forcément tout le monde qui met des jupes tout le temps. Donc, je me suis dit, on va voir, on va tester. Et au final, ça reste les jupes le produit phare que les gens préfèrent. D'accord. Et là, on rentre un peu plus je voudrais rentrer aussi dans le côté de la création. Parce que c'est toi qui fais tes propres designs. Ouais. Comment ça marche? Alors, ça dépend. Des fois, je vois un tissu et je me dis, je verrais bien ça dedans. Et du coup, je commence à dessiner. Des fois, je dessine avant. Et là, il y a toujours le challenge de se dire, est-ce que du coup, je vais trouver le tissu qui correspondrait à ça? C'est un peu au feeling, je dirais. Genre, quand j'ai une idée, je la note et je vois. Alors, vraiment, genre, c'est carrément le fruit de ta propre inspiration. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Ah, mais c'est vraiment cool à voir à quel point tu maries à la fois l'aspect gestion et l'aspect créatif. C'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool à voir. Et est-ce que ça prend du temps pour pouvoir créer certains modèles ou est-ce que tu trouves que ça va aussi en fonction du tissu? C'est sûr qu'il y a des... Ouais, ça dépend du modèle. Il y a des modèles qui se cousent plus vite. Par exemple, si tu as une jupe simple, c'est sûr que ça va être moins travaillé, donc ça va aller plus vite que si tu as, par exemple, un cardigan ou quoi. Mais pareil aussi, au niveau des matières, il y a des matières qui sont pénibles à coudre ou qui sont plus compliquées parce que ça demande plus d'attention, tu sais, tu peux aller moins rapidement, etc. Donc c'est un peu les deux. D'accord, tu maries un peu les deux. Ouais, c'est génial. Et je voudrais aussi rentrer dans ce qui est, je dirais, un peu la force motrice du concept de Charlie, qui est le upcycling. On en entend vraiment parler très souvent, mais d'après toi, genre, de ta propre définition, qu'est-ce que c'est exactement le upcycling? C'est réutiliser des ressources qui sont présentes et leur donner une seconde vie. Donc, par exemple, tu sais, genre, que ce soit un pantalon, au lieu de le jeter, tu le découpes et tu fais quelque chose avec. Genre, c'est vraiment réutiliser quelque chose et faire de cet objet-là, enfin, de cette matière-là, autre chose qui n'était pas sa première... Je me mélange là, mais, non, mais je vois qui n'était pas sa première utilisation, genre. D'accord, alors c'est pas vraiment redonner une nouvelle vie à un ancien produit, mais vraiment le transformer en quelque chose d'autre. C'est le transformer et lui donner une nouvelle vie avec cette transformation-là. Ah ok, c'est pas un renouvellement, c'est vraiment une réincarnation carrément. Ouais, c'est ça. Genre, d'accord. Avec des jeans, tu fais des tote bags ou même des pulls. Ah ok, c'est trop bien ça, c'est vraiment, ça reprend l'essence. Ce que je trouve d'assez intéressant et le contraste que je vois aussi avec ton entreprise, c'est que c'est carrément ce qu'on faisait avant. C'est juste qu'on est rentré dans cette culture de consommation où on veut plusieurs pièces. Quand je parlais, par exemple, avec mon père, simplement de la mode et tout, il me disait que lui, à son époque, à lui, genre, son short est troué, il le donne à sa mère, elle en fait des torchons, tu vois. Ouais, la réutilisation de ce qui a déjà été utilisé. Mais comment est-ce que tu te fournis... si c'est ça la mission la vision de l'entreprise, comment est-ce que tu trouves ta matière première? Par rapport à ça, au niveau du upcycling, il y a une grosse partie qui vient en fait de la communauté Charlie. Genre, j'ai plusieurs clients qui m'ont dit, tu sais quoi, moi j'ai des vêtements... J'avais fait passer un message aussi, si jamais vous avez des choses, n'hésitez pas à me les donner, tu vois. Et il y a vraiment une collaboration à ce niveau-là. Genre, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, tiens, j'ai un stock de jeans à te donner, si tu veux, tiens, tu pourras en faire ce que tu veux. J'ai quelqu'un aussi qui travaillait dans un magasin et qui coupait des retailles de jeans et elle m'a dit, on veut bien te les donner, donc tiens, genre, c'est vraiment cette collaboration et du coup, je peux faire plein de choses après avec. Ah, mais c'est vraiment très cool. Du coup, j'ai un gros stock. Est-ce que tu dirais que genre... Est-ce que tu as payé pour ça ou c'est vraiment des dons? Non, c'est vraiment des dons. Ah, c'est vraiment très cool. Et du coup, il y a un impact aussi après sur le produit, c'est que du coup, tu payes pas ta matière première, donc ça se ressent aussi sur le produit après, genre. Non, mais c'est un concept que je trouve vraiment épatant parce que c'est une transformation de l'industrie
Ouais. Parce que quand je pense simplement, tu vois, un pantalon très simple que tu vas trouver, je sais pas, Uniqlo, on parle d'aller chercher le coton, de le transformer, de le coudre, etc., etc. Alors que là, c'est vraiment... On prend quelque chose déjà existant. Ouais. Surtout, il y a tellement de vêtements qu'on n'utilise plus, tu sais, au lieu de... Tu sais, on peut les donner, les vendre ou quoi, mais tu sais, ceux qui les jettent, bah, autant faire quelque chose avec, quoi. Carrément. Et est-ce que tu as... Quand tu reçois, par exemple, un pantalon ou une vieille jaquette ou quelque chose du genre, est-ce qu'il y en a certains que tu ne peux plus utiliser? Un tissu qui est, par exemple, mauvaise qualité ou quelque chose que tu ne peux rien faire avec? Ouais, par exemple, sur les jeans, je reprends cet exemple-là, il peut y avoir des taches, donc c'est sûr que je vais pas... Genre, je fais attention de... Oui. Genre, déjà, je les lave, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je les lave et je regarde vraiment si c'est utilisable. S'il y a des taches, je vais pas utiliser cette partie-là. Je découpe souvent parce qu'il y a plein de parties du jeans qu'on peut pas réutiliser. Mais après, genre, je jette pas aussi tous mes déchets textiles et mes... Genre, tu sais, les fils, quand tu coupes à chaque fois, ça s'accumule beaucoup, mais je les réutilise aussi, genre. Ah ouais, par exemple, ça va aussi loin que ça? Ouais, par exemple, genre, les fils genre, que tu coupes, tu peux faire du rembourrage de coussins, par exemple. T'sais. Ah. Et je garde ça pour réutiliser après, genre. Ah non, mais je trouve ça... Aussi, genre, économie circulaire. Bah oui, mais carrément, c'est parce qu'on en parle en théorie, mais le fait de le voir, d'avoir ce... je le vois pas directement, mais de le voir à travers ce que tu fais, c'est très intéressant parce qu'on en parle souvent à l'école et tout. Mais et est-ce que tu as de l'aide pour faire tout ça ou comment? Ah, t'es toute seule encore? Je suis toute seule. C'est là que le challenge est là, c'est que vu que je suis une start-up encore, il y a ce problème de financement et du coup aussi le problème de recruter les talents des personnes qui vont t'accompagner, sans financement ou sans financement assez important, tu peux pas demander d'avoir 3 employés ou quoi avec toi, donc c'est là que c'est compliqué. Du coup, je suis encore toute seule pour le moment. D'accord. Mais est-ce que genre you keep up avec la charge de demande, etc. C'est sûr que du coup, c'est pas un contenu qui est régulier. Quand j'ai le temps, j'arrive à travailler dessus. Quand j'ai pas le temps, c'est sûr que là, en ce moment, il y avait le FN, comme tu disais et tout. C'est plus compliqué à garder le rythme. Donc, des fois, il y a des petites pauses. Mais je pense que c'est ça aussi, la slow fashion. C'est pas dire qu'il y a des collections toutes les 2 semaines. C'est juste, t'as une idée et tu mets quand t'as ton idée. Et puis, tu... Ouais, mais moi... C'est pas se forcer, genre, c'est juste... C'est pour ça aussi que je trouve que souvent, quand tu as des produits qui viennent, qui sortent de slow fashion, c'est toujours une meilleure qualité parce que le travail a été fait. Et pas seulement que... T'es pas seulement certain que ton tissu, il vient d'une source durable, mais aussi que les travailleurs sont dans des bonnes conditions, mais tu as aussi cette attention du détail, que le produit a été fait et confectionné avec attention, avec passion, avec amour, on peut aller. Voilà. Mais essentiellement, je vois encore ce parallèle avec l'art, par exemple. Quand tu vois, par exemple, un tableau qui a été peint, ça prend du temps, ou un bon album, ça prend du temps pour sortir. Alors, c'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a aussi cette... parce que je suis sûr que tu mets beaucoup de travail dans les morceaux que tu crées, mais est-ce qu'il y a aussi cet aspect de se détacher de tout ça à la fin, qui est un peu... T'as une petite réticence à donner tes produits que tu as créés? Ouais. Okay. C'est sûr que des fois, par exemple, au niveau des tote bags, j'essaye de faire des pièces uniques. Donc, des fois, j'ai genre juste un petit bout de tissu pour faire quelque chose. Et du coup, il y aura juste un exemplaire de ce produit-là. Donc, tu sais, il y a un peu cette rareté qui se crée. Et des fois, je suis là en mode, je le vends, mais je l'aime trop, tu sais, j'ai envie de le garder pour moi. Mais au final, genre, je fais pas ça pour moi, tu sais. Donc, enfin... Mais c'est ça, c'est encore plus cool parce que tu as cette... Pour moi, quand ça vient à la mode, j'aime toujours avoir des pièces uniques. Ouais, c'est Même ça. si je les achète dans des magasins qui sont fréquentés par quasiment tout le monde et il y a des pièces basiques. Ce que tu peux faire avec le basic pour rendre ça plus exceptionnel, on dirait. Mais avoir des pièces uniques, c'est ce qui me rattache encore plus à mes vêtements. Et je pense qu'en utilisant la méthode que toi, tu utilises, c'est justement ça. Une pièce que tu ne verras nulle part d'autre. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment, du coup, cette pièce, c'est toi, tu vois. Enfin, exact. Genre, vu que c'est toi qui l'as, ça te définit. C'est toi. Ça se ramène un peu à notre... au niveau de mes origines, mon affinité pour la mode, elle vient un peu de là. Tu vois, en Afrique, c'est comme ça qu'on fait nos vêtements. Ma mère, elle a un énorme placard rempli de pièces qui a été
fait pour elle et à partir de pagne et genre c'est des pièces uniques, tu vois. Ouais. Elle peut en perdre un et elle n'en retrouvera plus jamais la même chose. Ça a été cool pour toi. Mais est-ce que tu as déjà pensé à prendre cette avenue de le sur-mesure? Ouais, j'y avais pensé, mais je pense que ça rajoute un travail encore à faire. Je pense, tu sais, ça peut être une vision sur le long terme que potentiellement je ferai plus tard, mais pour le moment, j'ai pas. Je pense que c'est trop compliqué au niveau de la logistique parce que c'est vraiment de la personnalisation et c'est plus forcément c'est ce que tu fais toi, ce que je décide. Ouais, non, je vois exactement ce que tu veux dire parce que c'est encore une fois, il faut que ça appelle à ce qui est le client, quoi. C'est ça. Ce qu'il veut exactement, mais aussi ce qu'il essaie d'exprimer à travers le morceau. Mais tu le fais déjà pour toi, non? J'imagine quand tu crées des morceaux pour toi-même. Ouais, c'est sûr que pour moi, oui, ça marche. Enfin, c'est du sur-mesure, mais... Tu prends le temps de vraiment regarder tout ça. Alors, tu as un peu genre les habilités déjà pour un peu explorer le sur-mesure. Mais c'est juste que jusqu'à présent, tu te concentres plus sur l'établissement de la marque et tout. Ben, je voulais revenir encore sur, malheureusement, le fait que tu sois toute seule. Yes. Mais quel est le plus grand défi à ça, être tout seul? Est-ce que c'est la gestion de tous les aspects de l'entreprise ou c'est vraiment juste une question de temps et de production? Les deux, enfin tout. D'accord. Ça peut être au niveau des ressources, tu sais, au niveau financier. Comme je l'ai dit, je me concentre que maintenant sur tout ce qui est genre bourse, les supports, les trucs qu'on peut avoir en tant que start-up, etc. Mais c'est aussi le temps, surtout qu'avec les cours, j'ai un travail. C'est sûr que c'est compliqué de tout moduler. Ouais. Liés ensemble, genre. Mais ouais, au moins, ça m'amène à être polyvalente. Ouais, bien sûr. J'apprends, je lis des livres qui m'aident pour trouver des ressources. Je regarde des vidéos qui peuvent m'aider. D'accord. Et le contraste, il n'est pas trop genre choquant, par exemple, de passer à la création, à aller ensuite vers la comptabilité et t'occuper de tout ça? Non, je trouve ça fait partie du challenge, de la marque, quoi. Donc en soi, je savais dès le début qu'il y aurait tout cet aspect-là à faire. Donc en soi, ça se fait. Puis je fais pas forcément le même jour, donc du coup, je vois pas trop. D'accord. J'enchaîne pas les deux. Et les délais de, par exemple, quand tu reçois une commande, on va un case study, par exemple, je t'envoie un DM, je te dis, j'aimerais bien avoir tel morceau. Combien de temps ça te prend environ pour le rendre au client, quoi? Quand, par exemple, les tote bags, vu qu'ils sont déjà faits, eux, ça peut être envoyé rapidement à la personne. D'accord. Alors que quand c'est des pièces, par exemple, tu sais, un cardigan, une jupe ou quoi, vu que c'est fait à la commande, en fait, il y a un délai de 2 semaines pour que j'ai le temps de le faire, d'envoyer, etc. Et souvent, je fais en plusieurs étapes. Je vais pas faire une pièce, genre, une après-midi, genre, je fais par étapes. D'accord. Et est-ce que ça t'arrive de travailler sur plusieurs pièces en même temps ou tu essaies toujours de te concentrer sur un morceau en particulier? Plusieurs pièces, oui, s'il y a plusieurs commandes. Sinon, c'est pièce par pièce. D'accord. Parce que j'avais pas 10 commandes en même temps. Je ne suis pas encore là. Mais en fait, genre, donc tu produis vraiment, genre, souvent une pièce, les deux si jamais ça arrive et tu avances comme ça. C'est ça. Et ta vision pour le futur, pour Charlie, c'est un peu quoi? Qu'est-ce que tu espères où est-ce que tu espères arriver avec cette entreprise? C'est une bonne question. Ouais. J'aimerais d'abord qu'elle grossisse encore, qu'il y ait encore plus de visibilité, parce que ça aussi, c'est un challenge, la visibilité. C'est que j'essaye de faire plein d'actions pour qu'il y ait plus de visibilité, mais tu sais, genre, après, les gens, s'ils n'aiment pas forcément ou qu'ils n'ont pas cet attrait-là, c'est compliqué. Mais ouais, c'est de grossir la marque et pourquoi pas être en boutique aussi. Tu sais, dans des petits pop-up stores, il y a plein de... il y a plein de marques, donc pourquoi pas mettre mes produits là-bas, quoi. Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire, c'est génial, mais je te le souhaite grandement. On croise les doigts. Est-ce que tu prévois aussi garder l'aspect local à Montréal ou genre parce que le contraste avec notre invitée qu'on vient d'avoir, Annie-Jeanne, c'est que elle mettait vraiment l'accent sur le fait que ce soit produit ici à Montréal. Est-ce que l'aspect local a aussi la même importance pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être changé? Ouais,
Je mets beaucoup d'emphase sur le produit à Montréal aussi. Genre, je suis un peu fière de dire, bah, tu sais, c'est à Montréal, donc c'est québécois. Charlie, c'est québécois, donc voilà. Mais c'est sûr qu'avant, bah, j'avais commencé en France, donc du coup, j'ai une partie de la clientèle qui est basée en France aussi, parce que du coup, il y a eu ce suivi-là. Mais là, je me concentre vraiment sur le Québec en soi et Montréal. Et est-ce qu'il y a une difficulté de faire parvenir tes produits, comme tu as une clientèle européenne aussi, et tu as une clientèle un peu plus ici? Bah, c'est au niveau de la livraison, en fait. Parce que comme j'ai pas 40 000 commandes, tu sais, genre, t'as pas les tarifs de groupe ou quoi, comme une entreprise peut avoir. Du coup, tu sais, il y a cette logistique-là qui est compliquée où l'entreprise peut pas forcément payer pour le client au niveau de la livraison, mais du coup, ça peut revenir cher pour le client. D'accord. Vu que c'est ok, loin. non, mais je comprends tout à fait. Et juste pour revenir un peu sur le fait que l'approvisionnement de ta matière première, ce qui, franchement, ça ne met pas comme au fond du fond, parce que si tu reprends vraiment quelque chose qui a déjà été utilisé, tu lui redonnes vraiment une deuxième vie. C'est ce qui est cool, c'est un peu prendre le thrifting et l'emmener beaucoup plus loin, quoi. Et est-ce que quand tu cherches, par exemple, un matériel, est-ce que le matériel, tu l'as déjà en tête ou tu reçois un gros sac de vêtements qui n'est plus porté, tu vois ce que tu peux faire avec et l'inspiration vient au fur et à mesure? Je reçois les sacs et l'inspiration vient. D'accord. J'ai un bac avec, par exemple, plein de jeans et je vais les regarder, je me dis, ça, peut-être ça, et je fais des mix, j'essaye de mixer différentes matières, différents trucs. Ah, c'est trop cool. Et je vois sur le moment, en fait. Alors, est-ce que, par exemple, genre, il y a un tissu en particulier qui peut être utilisé pour tel produit? Est-ce que, par exemple, tu vois un jean et tu dis, OK, ça, je peux l'utiliser que pour faire des tote bags, pour faire des jupes ou pour faire telle chose. Et, par exemple, je sais pas, du coton, ça pourrait être utilisé pour telle autre chose. Bah, c'est sûr qu'il y a des tissus qui sont plus adéquats pour certains trucs. D'accord. Mais après, par exemple, pour les tote bags, c'est bien des tissus qui sont assez rigides, qui soutiennent, pas qu'il y ait des formes ou quoi. Mais ouais, je pense que ça va à peu près pour tout, genre. C'est sûr que c'est plus compliqué. Par exemple, un cardigan, tu vas pas faire un cardigan en jeans. Ouais. Genre, c'est plus compliqué, mais genre, au niveau des jupes, ça peut être un peu tout, genre que ce soit fluide, rigide, genre du velours ou genre même des rideaux, quoi. Genre. Ah, carrément? Des rideaux? Bah, il y avait deux jupes de une des premières jupes de ma première collection, c'était à partir de rideaux, et same deux jupes de ma deuxième collection aussi, des rideaux. Velours et du coton. Mais est-ce que, quand tu pars de collection, j'aimerais explorer un peu ce que tu veux dire par collection. Parce que quand on parle de collection, on voit souvent un thème donné. On en a vu à l'EFN. C'est un peu, chaque morceau se suit un peu dans l'ensemble du thème. Ouais. Et est-ce que, en recevant des produits qui sont la matière première qui est très différente, est-ce que tu te dis, par exemple, OK, je vais prendre pour cette collection, ça serait le velours que je vais mettre en vedette, ou le jean que je vais mettre en vedette, ou est-ce qu'il y a tu essayes toujours de marier un peu tes collections avec les tissus que tu reçois? C'est pas forcément au niveau des tissus, c'est sûr que là, ma troisième collection, si je peux l'appeler comme ça, il n'y avait pas de vêtements, c'est vraiment que des tote bags, et ça, c'est en fonction de la demande, genre, donc ça peut être des tissus excentriques avec des formes, ou alors quelque chose de tout simple. Mais par exemple, la deuxième collection où il y avait ces cardigans-là et tout, le fil conducteur, c'était plus les couleurs, c'était à peu près les mêmes couleurs. D'accord. Il y avait une harmonie à ce niveau-là. Et alors, le tissu peut varier, mais la couleur, elle reste un peu le même spectrum. Quelque chose d'uniforme. Ah ouais, mais c'est vraiment hyper cool de voir ça, parce que, comme tu dis, genre, dans le fast fashion, tu as une collection en tant que telle et il y a de tout. Genre. C'est ça, il y a de tout. Tout est à la portée de main. Tu peux avoir du coton, du textile, etc., etc. Alors que là, tu as vraiment, OK, j'ai un sac, voici what I have to work with. Et tu crées tes produits à partir de ça. C'est hyper cool à voir. C'est ça. Et aussi, des fois, j'essaye de recréer. Si je vois que peut-être il y a un produit qui marche moins, je refais un nouveau modèle avec ce même tissu. Et comme ça, dans la même collection, il peut y avoir plusieurs modèles, mais dans le même tissu. Comme ça, tu sais, t'as toujours cette idée de pas gaspiller le tissu qui te reste et essayer de quand même l'utiliser pour faire autre chose qui potentiellement plaît plus. Et d'où vient ton inspiration pour une collection, par exemple? D'où vient ton inspiration pour le type de jupe que tu vas créer ou le type de cardigan ou...
Est-ce que tu t'inspires de marques déjà établies ou ton entourage? Peut-être, je sais pas, indirectement, j'imagine. Mais je t'avoue que des fois, c'est juste... j'essaye et je me dis, ça, c'est pas mal et j'aime bien. Et au final, d'accord. Et est-ce je fais des tests. Il y a beaucoup en faisant tes tests, justement, tu as beaucoup d'essais et d'erreurs. Genre, des fois, il y a juste, ça marche pas et tu recommences ou... Ouais, des fois, je me dis, merde, là, ça va pas du tout. Faut recommencer, il y a un petit problème à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr, c'est évident. Genre, les premiers morceaux, il y a toujours des défauts. Right. D'accord. Et pour revenir juste pour ton... j'ai l'impression que j'ai mis un peu beaucoup d'emphase sur le fait que tu sois seul, mais est-ce que ton entourage, que ce soit tes parents, tes amis, comment est-ce qu'ils ont réagi au lancement de Charlie? Mes parents, ils ont trouvé ça génial. Ils étaient là en mode, mais go, en fait. Genre, t'as raison, c'est le moment, genre, lance-toi. Et puis, tu sais, au pire, ça marche pas. Et puis, t'auras essayé, au moins, t'as pas de regrets. Et mes amis, en fait, au niveau du lancement, j'avais un peu ce côté de... Je vais pas trop en parler, comme ça, je me lance. Il y a personne qui peut me dire, mais non, fais pas ça. Ouais. Et du coup, je l'avais pas vraiment dit à mes amis. J'avais lancé le truc et tout le monde était là en mode, waouh, mais on n'était pas du tout au courant, mais trop bien, genre. Et genre, tous mes amis, genre, un bon soutien, genre. Ouais. Ah, mais c'est génial. Je peux vraiment compter sur eux, du coup, c'est cool. Et est-ce que tu dirais que c'est une... par exemple, c'est ça qui aura ton focus un peu dans les prochaines années, où tu te concentres plus pour grandir une carrière dans le domaine, t'établir un nom et ensuite continuer à faire grandir Charlie, ou est-ce que c'est vraiment Charlie to the max? Je sais pas. Hein. Non, mais t'inquiète, parce que ce que je trouve... En te posant cette question, ce que j'avais en tête, c'est justement pour montrer aux jeunes entrepreneurs ce que c'est l'entrepreneuriat à un jeune âge. Que ça peut être métamorphosable, que ça peut changer, que ça peut être une idée qui en devient une autre, ça peut devenir ton idée principale. Mais justement, à travers ce que tu es en train de faire, qui est vraiment incroyable et que je trouve très intéressant comme concept, c'est de vraiment démontrer à quel point il y a possibilité de faire des choses et de te lancer jeune pour gagner de l'expérience, et peut-être que de cette idée va en découler une autre. C'est ça. Alors peut-être que si tu te concentres sur autre chose, peut-être que tu pourrais trouver une autre avenue à Charlie, etc. C'est ça. Alors c'est ça que je trouve intéressant avec les conversations, les jeunes entrepreneurs. Mais alors je voulais simplement, sur le coup, te remercier. Merci d'avoir à toi. pris le temps de discuter avec moi. Je t'encourage vraiment pour la suite de Charlie. Je trouve que le concept est très cool et il devrait être adopté un peu plus dans le domaine de la mode, et que ça apporterait vraiment un changement juste avec une génération plus ouverte à ça, à opter pour des produits un peu plus durables. Alors merci Charlotte Hulin, c'était un grand plaisir de te recevoir. Merci, c'était un plaisir.